Bonsoir à tous. Pour notre dernière conférence avant les vacances, nous avons la chance d'accueillir Monsieur Philippe Leué, conservateur et directeur du musée de Port-Royal des Champs, qui s'est de longue date intéressé à cette grande aventure, si j'ose dire, qui est inscrite si fortement dans la mémoire de la montagne Sainte-Geneviève. Donc, Philippe Leué est le conservateur d'une importante exposition sur les dessins et les gravures faites d'après les dessins de Jean Restou, et qui est en ce moment en présentation à Port-Royal des Champs jusqu'au 14 juillet. C'est bien ça. Et je pense qu'il va nous éclairer non seulement sur la compréhension de Port-Royal, ce qui est une lente et difficile quelquefois démarche, mais aussi sur la dimension artistique que ce courant a suscité, en particulier au XVIIIe siècle, où les réalisations sont beaucoup moins connues. Donc je lui laisse la parole pour vous exposer plus en détail cette très intéressante question. Madame la Présidente, merci beaucoup. Chers amis, c'est pour moi un immense plaisir de vous présenter ici les dessins de Jean Restou. Ces dessins, je vais vous faire un rapide historique et vous comprendrez pourquoi la présentation de cette collection prend tout son sens dans ces murs et dans le cadre de la montagne Sainte-Geneviève. C'était également l'opportunité, puisque la présidente de la société vous a rappelé qu'il y a actuellement une exposition de ces dessins, exposition rare, puisque la précédente remontait à 1925. Donc la suivante sera dans 90 ans, si vous souhaitez également la voir. Évidemment, sur un sujet comme celui-là, et c'est aussi, vous le comprenez, la difficulté lorsqu'il s'agit de présenter un cycle d'œuvres aussi important mais aussi énigmatique que ces dessins de Jean Restou pour les miracles de Saint-Médard, c'est précisément de clarifier le sujet, et avec une toute petite heure que nous allons passer ensemble, je n'aurai absolument pas cette prétention de vous clarifier tous les mystères de ce qui s'est passé à quelques centaines de mètres d'ici, pendant une bonne grosse année, 1731. Mais je voudrais au moins vous montrer à travers cet ensemble d'œuvres, qu'est-ce qu'on peut en dire au moins, ne serait-ce que pour entrer dans la compréhension de ce sujet difficile. Sujet difficile qui a donné lieu à une publication. J'ai eu le bonheur aussi pour ce sujet d'avoir l'aide de Christine Gouzy, qui avait parlé à cette société il y a 2 ans et qui est une magnifique spécialiste de Jean Restou et qui, elle, a réévalué l'ensemble de cette collection de dessins, et de Nicolas Lioncan, qui a sorti, il y a maintenant 2 ans, un important ouvrage qui renouvelle complètement la vision que l'on peut avoir sur l'histoire du jansénisme au XVIIIe siècle. Rassurez-vous aussi, le jansénisme XVIIIe, si en art il est méconnu, en histoire il l'est beaucoup mieux, peut-être parce que justement depuis 20 ans, les historiens ont surinvesti la période des Lumières, en délaissant peut-être un petit peu trop la période XVIIe. Pour arriver dans le vif de notre sujet, je vais commencer par la collection et par un dessin parmi les 18 qui nous sont parvenus. Un bref historique de la collection, donc, va vous faire comprendre pourquoi moi je tenais particulièrement à vous le montrer ce soir. La première mention qu'on trouve de la série de dessins de Restou réalisés pour les miracles de Saint-Médard, c'est 1895. En 1895,
vous avez une date absolument capitale pour l'histoire du 5e arrondissement, c'est la fondation de la montagne Sainte-Geneviève, donc de votre société. Et en 1895, c'est Jules Perrin qui découvre les dessins chez un antiquaire de Paris. Alors, je ne le vouerai pas aux gémonies ici, je ne peux pas. Il n'a jamais précisé où. Et l'antiquaire, a priori, n'a jamais dit de qui il les tenait. C'est-à-dire qu'il est impossible de remonter au-delà de 1895, malheureusement. L'antiquaire lui a affirmé qu'il le tenait d'une famille qui tenait ses dessins de la plus haute antiquité. On est bien avancé. Ça veut donc dire que c'est sans doute dans une seule et unique famille parisienne que cet ensemble a pu être conservé entre peut-être 1740, 50 et jusqu'au moment où l'antiquaire le propose à Jules Perrin. C'est un moment aussi important pour la collection parce que Jules Perrin, à l'époque, est en contact avec votre voisin Augustin Gazier, déjà installé à quelques pas d'ici rue Saint-Jacques, et que c'est Augustin, le premier, qui confirme à Jules Perrin que cette collection de dessins est bel et bien de la main de Jean Restou. Dans le cadre de la publication de ces planches, gravées clandestinement en 1737 dans des caves des imprimeries de la rive droite, bien évidemment, le nom des artistes était partiellement resté secret. Et il restait bien une mention qui indiquait Restou comme l'inventeur des sujets dans une note manuscrite retrouvée dans les archives de la Bastille, mais c'était la seule chose dont on disposait pour savoir de qui étaient ces dessins et qu'est-ce qu'ils pouvaient bien représenter. En tout cas, c'est dans cette période-là, et dans une période extrêmement ramassée, que ces dessins sont présentés pour la première fois au public, et la première fois, c'est devant les membres de la Société de la montagne Sainte-Geneviève, avec une publication dans la revue de l'Art chrétien en 1907, suivie quelque temps plus tard, en 1912, d'une nouvelle publication d'Augustin Gazier, sous ce titre que j'ai repris, mais un tout petit peu différemment. L'article d'Augustin Gazier, c'est « Jean Restou et les miracles, entre guillemets, de Saint-Médard ». J'ai choisi, moi, pour la nouvelle exposition, le même titre, mais sans les guillemets. Et je vais m'en expliquer aussi un petit peu maintenant. Donc, difficulté sur le sujet, parce que il faut un petit peu revenir sur ce qui s'est passé à Saint-Médard, essayer de l'élucider. Sujet difficile aussi parce que aujourd'hui encore, il divise les historiens du jansénisme et il divise les membres des sociétés amies de Port-Royal qui ont, avec Saint-Médard, et ce qui s'est passé à Saint-Médard, un rapport un petit peu difficile. Je dirais qu'en préparant l'exposition, j'arrive à ne pas leur donner entièrement tort, on va dire. J'arrive aussi un petit peu à expliquer la chose. On verra ce qui s'est passé au XVIIIe siècle, mais il est vrai que dans les publications d'abord du XIXe siècle, puis les publications plus récentes sur l'histoire de Saint-Médard, on a trop souvent tendance à s'engouffrer vers quelque chose qui, à mon avis, est aux limites du sujet que je voudrais traiter ce soir. Cette chose, ce sont les convulsions. Et l'affaire des convulsionnaires de Saint-Médard. Or, précisément, et c'est peut-être là aussi que j'aimerais dans mon propos me démarquer avec le livre tout à fait remarquable de Catherine Maire. Précisément, Catherine Maire a choisi ce titre, « Les convulsionnaires de Saint-Médard », alors que je voudrais montrer, et notamment à travers le travail de Restou, que ce qui a intéressé Restou et ce qui a passionné ceux qu'on va appeler, pour faire très vite, les jansénistes dans cette zone de l'université, c'est bien les miracles,
et certainement pas les convulsions. Là aussi, j'espère que le temps qui m'est imparti me permettra d'aller jusqu'au bout de ce raisonnement, mais je crois qu'il faut bien faire la part dans la vision que peuvent avoir les jansénistes dans cette période de l'histoire sur le sensationnel, entre guillemets, qui a été amplifié par les historiographes du XIXe siècle et un petit peu leurs correspondants du XXe siècle, et la réalité religieuse autour de la vie de la petite paroisse Saint-Médard. Dernière difficulté, mais elle se pose moins ici, lorsqu'on présente une exposition sur Saint-Médard au musée de Port-Royal des Champs, qui est d'abord le musée national qui raconte l'histoire du site et qui présente au public les grandes lignes du jansénisme, il faut effectivement réussir à trouver l'articulation pour expliquer à ce public comment, finalement, ce qui a pu se passer dans les faubourgs de Paris relève bel et bien d'une même histoire, celle de ce jansénisme après Port-Royal. Très rapidement, pour faire très vite, parce que là aussi ce n'est pas non plus tout à fait le cœur de mon entretien d'aujourd'hui, ce mouvement autour de Saint-Médard s'inscrit plus largement dans cet après-Port-Royal avec une date clé, il y a pile 300 ans, 1713. En 1713, alors là c'est un anniversaire que je n'avais pas prévu, j'y pense en vous parlant, c'est il y a 300 ans pile qu'on a fait sauter les derniers piliers de l'église de Port-Royal à la poudre à canon. Mais c'est aussi la même année, et c'est aussi une autre façon de bourrer les fondements du jansénisme de poudre à canon, que le vieux roi vieillissant, Louis XIV, arrache au pape l'ultime condamnation qui doit définitivement éradiquer du royaume l'hérésie, imaginaire ou réelle, du jansénisme. Cette condamnation, c'est la bulle Unigenitus. C'est une condamnation d'un petit livre de piété écrit par le successeur spirituel d'Antoine Arnauld, au travers d'un petit livre de commentaires du Nouveau Testament extrêmement répandu et diffusé. Le roi et Rome se sont donné les moyens d'une condamnation sans appel et sans ambiguïté, à la différence de ce qui s'était passé au moment de la Fronde avec la première condamnation du jansénisme. Une condamnation qui ne devrait laisser aucune part à la contestation, et pourtant cette contestation est grande et vive dans le royaume pendant les dernières années du règne de Louis XIV, mais plus encore pendant la Régence, profitant d'un mouvement d'affaiblissement du pouvoir civil pour pouvoir contester cet acte romain qui condamnerait définitivement la pensée janséniste. Là aussi, pour faire vite, et en utilisant une arme que le roi avait pensé utiliser contre les jansénistes, le clergé français, janséniste, disons-le très largement, mais que veut dire janséniste à l'époque de la Régence? C'est une réalité beaucoup plus contrastée, moins monolithique qu'on ne le pense. Disons, le clergé gallican et janséniste profite de l'abaissement du pouvoir pour contester la condamnation pontificale et demande la réunion d'un concile national, seul, disent-ils, susceptible de juger des conditions religieuses de la condamnation. Le concile supérieur au pape pour les questions dogmatiques, avec un seul problème, c'est que le concile national, il est appelé de ses vœux par les gallicans depuis 1684, il n'existe pas. Et ce qu'on a appelé l'appel, l'acte d'appel à ce concile, c'est un appel paradoxal à un fantôme. Mais en tout cas, c'est l'occasion de pouvoir manifester, et manifester bruyamment, une opposition à cette condamnation religieuse. On y reviendra très rapidement, surtout à l'occasion des premiers miracles de Saint-Médard. Voici sur l'écran
l'acteur en partie involontaire de l'aventure dont il va être question ce soir. François de Paris, c'est ce nom, ecclésiastique attaché à l'université, donc à ce quartier de la rive gauche, issu d'une famille de parlementaires Robin Champenois, proche des idées jansénistes, un personnage qu'on connaît mal, et comme c'est souvent le cas à Port-Royal, parce que l'historiographie s'est emparée du personnage et a voulu très tôt forger une vie exemplaire sur le modèle de la géographie, sur le modèle de la vie des saints. Le personnage, disent ces hagiographes, par humilité, mais c'est aussi une marque de jansénisme, aurait refusé d'accéder à la prêtrise, serait resté diacre toute sa vie. Est-ce que ça n'est pas plutôt parce qu'il est appelant, réappelant, janséniste activiste dans le quartier, à la tête de cours de catéchisme dans lequel il diffuse non seulement la pensée condamnée dans l'unigenitus, mais aussi le poison de cette pensée distillée à Saint-Magloire, installée sur les flancs de Saint-Jacques du Haut-le-Pas. C'est peut-être plutôt cette part d'activisme qui aura fait que la hiérarchie archiépiscopale a craint de mener à la prêtrise un ecclésiastique qui risquait d'être difficile à contrôler dans un Paris où l'équilibre au sein du clergé est difficile à maintenir. On a un certain nombre de textes sur le personnage. Moi, j'avais envie de vous en proposer un petit peu à rebours, à contre-pied de ce qu'on trouve, et plutôt que de vous lire ces vies de saints qui sont très stéréotypées, je vous propose le portrait au vitriol qu'a fait de lui la marquise de Créqui ou le faussaire qui a bien voulu signer les mémoires de la marquise de Créqui. C'est une plaisanterie innocente, vous voyez, ça ne n'engage à rien, mais je pense que ça permet aussi de donner une autre dimension au personnage. La marquise raconte qu'un dimanche de la Septuagésime, à l'heure des vêpres, alors je la cite, « J'étais à la porte de Saint-Sulpice, où j'attendais un des Suisses de l'église, que mes valets étaient allés chercher pour me faire ouvrir ma chapelle et m'y conduire à travers la foule. Je vois arriver à ma portière un jeune abbé très pâle et très maigre, avec des cheveux longs et plats. Il avait les mains tellement sales. Il était si déguenillé que je l'aurais pris pour un mendiant. Il tenait un papier qu'il me présenta de la part de Madame la duchesse d'Orléans, la défunte, la princesse palatine donc, qui venait de mourir en décembre 22. Et il me dit que c'était une obligation de conscience qu'il avait à remplir. Je coupe un petit peu. Cette exécution testamentaire de Madame consistait dans une recette pour accommoder les choux rouges avec du bouillon, 2 quartiers de pommes de reinette, un oignon piqué de girofle et 2 verres de vin rouge pour un chou de moyenne grosseur. Mesdames, à vos fourneaux. La défunte avait eu soin de me recommander de faire échauder les choux rouges à l'eau bouillante avant de les hacher pour les faire cuire au bouillon. Et l'abbé continue, je vous veux envoyer ceci... Non, pardon, c'est la princesse qui dit, je vous veux envoyer ceci, que je me souvenais vous avoir promis plusieurs fois, a-t-elle ajouté sur la même feuille, et c'est une marque de pleine et sincère réconciliation chrétienne. Le tout écrit de sa belle écriture, de là d'amour est signé Charlotte de Bavière. Voilà. Bon, c'est une plaisanterie et un petit peu pour faire descendre de son piédestal notre saint, personnage donc très énigmatique et dont il peut être intéressant de démêler ce qu'était sa vie réelle. Ni la géographie qu'on trouve généralement, ni bien sûr ce texte assez ironique de la marquise de Créqui.
Ici, vous avez un portrait largement diffusé par la gravure, avec un nombre de versions absolument hallucinant. Je viens d'en découvrir un dans le bureau de la Société. Un de plus. Il en existe peut-être une dizaine de versions différentes, c'est assez vertigineux. Tiré d'un portrait de Jean Restou, aujourd'hui non localisé. Mais, et je crois que c'est une chose importante à bien avoir en tête, voyez que vous avez sous l'image une mention qui vous précise donc que le portrait est gravé d'après ce portrait fait d'après nature. On va voir sur l'image suivante. Les portraits sont presque systématiquement accompagnés d'une mention ressemblant, tiré d'après l'original, fait d'après une peinture qui a été présentée à la famille qui l'a trouvé vraiment ressemblant. Quelle importance pour nous, me direz-vous, que le diacre Paris ressemblât au portrait gravé ou peint qu'on nous présente. Eh bien, mon Dieu, c'est la première étape de la construction de la sainteté. Dans la France tridentine, dans l'Europe tridentine, le portrait authentique vaut la relique authentique et la vérité des traits du saint vaut aussi pour tous ceux qui demanderont l'intercession du saint en utilisant son portrait et son image. Donc voilà, dans le cas de Restou, et vous allez voir ce portrait, on le trouve tout le temps, sur toutes les représentations de Saint-Médard, la marque d'une volonté significative des jansénistes de faire passer notre héros pour un nouveau saint. Voici un autre portrait. Alors là, vous avez un texte encore plus abondant qui vous explique précisément que le portrait a été présenté à la famille et que la famille l'a trouvé vraiment ressemblant. Comprenez donc, portrait authentique comme une relique peut l'être. Vous voyez, donc, on est sur un ensemble de portraits assez réalistes, il en existe d'autres, de ce personnage. Donc très vite, on a souhaité conserver ses traits, mais en revanche, les peintures, elles, sont beaucoup plus difficiles à trouver, ne serait-ce que parce que la possession de ce type de portrait, après 1732, est interdite dans le royaume. On a des actes de dénonciation de femmes qui cacheraient, dans le secret de leur cabinet, des portraits du diacre Paris. Et donc autant on peut faire circuler sous le manteau de petites gravures, autant les exemplaires peints sont relativement rares, et en tout cas pour le moment, le portrait exécuté par Restou n'a jamais été retrouvé. Plus sérieusement, alors voici un autre portrait de Paris. Voici un des aspects qui a été magnifiquement étudié par Nicolas Lioncan sur la vie du personnage et sur un aspect de la vie du personnage, et on le sent très bien à travers la gravure que je vous présente ici. Il y en a un exemplaire au musée, et j'ai choisi celle de la bibliothèque de Port-Royal qui est encore plus complète que celle du musée. Voyez devant vous une gravure donc, qui n'a rien à voir avec Restou, si ce n'est que là encore l'attention à la ressemblance est grande pour le graveur. À première vue, vous êtes en présence d'une représentation réaliste de la cellule du diacre rue de Bourgogne. Une grande baie vitrée, les carreaux cassés, on devine un plafond à la française, un mur nu. Tout ça correspond effectivement à une réalité. Une abondante bibliothèque en fond. Nicolas Lioncan a retrouvé dans des papiers aux archives nationales un acte tout à fait étonnant par lequel le diacre Paris demande à faire apprentissage auprès d'un maître tisserand du faubourg Saint-Marcel pour apprendre à manier le métier à tisser. Vous avez ici, et là je m'abrite aussi derrière ce qu'a écrit Nicolas Lioncan, une des premières représentations réalistes d'un métier à tisser sur une gravure et sur une estampe, et bien avant les représentations que vous aurez dans l'encyclopédie. L'acte d'apprentissage du diacre est assez surprenant à plusieurs égards. C'est un ecclésiastique,
Normalement, il reçoit un petit casuel, et en plus, ancien aîné qui a passé la main à son cadet, il est à la tête d'une superbe pension. Il n'y a aucune raison, et parce qu'il a des fonctions ecclésiastiques, et parce qu'il n'a pas de problème de revenus, que le diacre puisse être comme n'importe quel ouvrier tisserand du faubourg Saint-Marcel. Pourtant, il a tenu à se fondre complètement dans la population ouvrière du faubourg. Et sachant que ce choix est un choix plus idéologique que vraiment économique, il a choisi une formation, mais qui sort complètement du cadre classique de la formation d'Ancien Régime. C'est une sorte de contrat amiable avec le tisserand qui va lui apprendre le métier. Et puis surtout, il a toujours estimé que ce travail n'était pas destiné à le faire vivre, mais simplement peut-être à l'identifier beaucoup plus avec la population au milieu de laquelle il vit. Si vous regardez un peu mieux la gravure, vous verrez aussi que cette dimension réaliste ne tient pas jusqu'au bout. On n'est pas que dans une vision réaliste. La première chose assez facile à voir, voyez, le crâne posé au pied du lutrin, qui renvoie au langage de la vanité. Un détail assez énigmatique, sur toutes les gravures qui représentent la chambre de Paris, vous avez cette pendule qui indique 7h05, mais je ne sais pas à quoi ça renvoie. Est-ce que c'est un moment de sa vie important? J'ai regardé toutes les biographies pour savoir si à 7h05 il était mort ou il avait accompli tel ou tel acte, je ne sais pas. Et puis vous devinez, en fond, entre la bibliothèque importante dans son testament, c'est la plus grande richesse qu'il possède. Pareil, le testament a été retrouvé au moment de l'exposition. Entre la bibliothèque et la table de travail, vous devinez une estampe représentant Saint-Augustin, et avec un petit peu d'imagination, on n'est pas très loin du Saint-Augustin de Champaigne. Je vous présente ici le dessin préparatoire exécuté par Bernard Picard pour un cycle de 17 planches de la vie du diacre Paris, conservé également au musée de Port-Royal, et vous verrez que vous avez exactement la même chose sur ce dessin préparatoire, la grande baie vitrée de la rue de Bourgogne, le métier à tisser et le portrait de Saint-Augustin en fond sous l'étagère. Donc, pour des gens qui savent décoder ces images, vous voyez qu'on a la réaffirmation discrète de ce lien étroit qui lie le diacre Paris au milieu janséniste de Paris. Bien plus, et là ce sont des mentions un peu éparses qu'on trouve notamment dans des écrits du XIXe siècle, il ne serait pas impossible que le diacre Paris ait été non seulement un des vecteurs de diffusion du jansénisme au pied de la montagne Sainte-Geneviève, mais qu'il ait aussi, avec ses amis du séminaire Saint-Magloire, mis sur pied le premier réseau de diffusion des nouvelles ecclésiastiques. Ça veut donc dire qu'on est bien face à un activiste janséniste, à une personnalité forte du mouvement dans les faubourgs de Paris, et pas du tout face à une figure assez mièvre d'un ecclésiastique qui ne penserait qu'à la mortification, à la charité, aux aumônes, et à que sais-je d'autre, et qu'on est bel et bien sur une personnalité forte et marquante du mouvement. Le personnage meurt prématurément, il a à peine 38 ans, de ses privations, de mauvais soins de lui-même, des mortifications excessives, une mauvaise alimentation, que sais-je. Il meurt en, les jansénistes diront, en odeur de piété, pour laisser croire en odeur de sainteté, en tout cas regretté par les artisans des faubourgs. Sur cette gravure,
qui provient également de la bibliothèque de Port-Royal. On a une des multiples représentations de la mort du diacre, mais surtout une autre mention dans la construction de la sainteté. Le personnage est à peine mort que, nous dit la gravure, les assistants se partagent ce qu'il lui restait pour en faire des reliques. Et voici la seconde étape de constitution de la sainteté du diacre Paris dans la chambre même où il meurt. Très rapidement, mais c'est aussi l'occasion de voir ces très beaux dessins de la collection du musée de Port-Royal. Voici le convoi qui mène le corps du diacre au cimetière de Saint-Médard. Ce cimetière est un petit cimetière contraint et dès cette époque partiellement fermé. On n'est pas loin, on est à une quinzaine d'années seulement du transfert des innocents et finalement le mouvement qui conduit à sortir des villes les lieux de sépulture, on n'en est pas loin. Saint-Médard n'est pas forcément un lieu habituel de sépulture, c'est sans doute parce qu'il est très investi dans la vie religieuse de la paroisse qu'il a pu bénéficier d'une inhumation dans ce petit cimetière qui aurait disparu 15 ans plus tard probablement et qui, par ce qui va se passer ensuite, fermera encore plus prématurément. Au moment de son enterrement, un certain nombre de rabbins parisiens viennent se rendre aux obsèques. La bibliothèque de Port-Royal conserve un exemplaire du faire-part imprimé par le frère parlementaire et les artisans des faubourgs découvrent, pour certains avec stupeur, que cet ecclésiastique humble qui travaillait comme eux était en fait un homme issu de la noblesse. Voici toujours dans les dessins de Picard une représentation du cardinal de Noailles se rendant sur la tombe du diacre Paris. Image non pas historique, mais bel et bien polémique, dirons-nous, puisque il est possible que le cardinal ne soit jamais venu sur la tombe du diacre Paris, mais dans une historiographie postérieure, c'est une façon d'affirmer que le cardinal de Noailles, cardinal archevêque, aurait pu être un des fervents du diacre enterré à Saint-Médard. En tout cas, Noailles, en 1727, avant de miracles qui se passeraient sur la tombe du diacre Paris, et effectivement aurait, tout ça au conditionnel bien sûr, commandé une enquête pour savoir exactement ce qu'il en était. Pour l'enquête en question, c'est 5 dossiers qui seraient proposés à l'enquête. Il y en a un qui ne tient vraiment pas du tout et qui disparaît purement et simplement au bout de quelques mois. 4 autres dossiers remis à l'archevêché, mais Noailles meurt sans que ces dossiers soient publiés. Il faut vous dire aussi, alors je ne voudrais pas exciter de rivalité de paroisse, que dans cette période 1727, Saint-Médard n'a pas l'exclusivité du miracle. Et que nous avons plusieurs concurrents, à commencer par un concurrent redoutable peut-être, dans le cimetière de Saint-Séverin, appelant comme Paris, et qui lui aussi serait un intermédiaire dans des guérisons miraculeuses. On va dire, et c'est peut-être une chance pour nous tous, que le prêtre de Saint-Séverin n'a pas fait le buzz et que les miracles de Saint-Séverin n'ont pas connu le retentissement que vont connaître ceux de Saint-Médard. Alors, j'ai mis le récit de l'enquête commandée par Noailles au conditionnel parce que quand on regarde les pièces de l'époque, et ce sont des pièces d'une extrême virulence, il est très difficile de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé.
Y a-t-il eu réellement une demande d'enquête, ou est-ce qu'on a voulu faire croire que l'enquête avait été réellement diligentée par le cardinal? Il y a un document remis. Est-ce qu'il est bel et bien remis à Noailles, ou est-ce qu'il est forgé après coup? Toute l'histoire est assez obscure. Et il est extrêmement difficile de savoir ce qui s'est passé réellement. Cependant, la rumeur de ces miracles se répand dans le quartier et au-delà dans Paris. Et voici donc encore un dessin de Picard, la foule qui commence à se presser au cimetière Saint-Médard. Donc le phénomène est lent à se concrétiser, puisque le diacre meurt en 1727, l'enquête arrive plusieurs mois plus tard et ne connaît aucune publicité du vivant du cardinal. Mais dès 1729, la police du roi est placée au bas de la rue Mouffetard pour pouvoir surveiller les allées et venues et pour pouvoir surveiller une foule qui se rend de plus en plus nombreuse dans le tout petit cimetière de Saint-Médard. Voici donc une représentation. On va en voir plusieurs et vous allez voir que ces représentations sont toutes construites sur le même modèle. Voici une version populaire de cette foule qui se presse sur le cimetière de Saint-Médard. Vous voyez que les compositions, et les autres répondront au même type de structure, sont toujours les mêmes, identiques. Une vision qui ressemble à une perspective de vue d'optique, avec deux bras latéraux extrêmement ouverts, montrant un certain nombre d'arcades, avec des systèmes de fenêtres qui permettent de les fermer partiellement. Et puis, et ça je pense que c'est vraiment plus une représentation symbolique qu'une réalité physique, ce portrait du diacre Paris suspendu au-dessus de la tombe. Portrait, vous le reconnaissez, d'après Jean Restou. Et c'est celui-là qu'on trouvera systématiquement. Sans doute, la présentation n'est pas celle-là. On connaît un petit peu l'histoire du tombeau. D'abord, pas de tombe du tout, dans un premier temps. C'est dans un deuxième temps, en 1729, que le frère du diacre Paris fait installer une simple plaque, mais que les autorités de l'archevêché refusent toute épitaphe. À plus forte raison, la présence d'un portrait sur le cimetière, encore moins supporté par des anges fustiles de carton, et encore moins lorsque, sur certaines gravures, on voit les anges tenir l'auréole au-dessus d'un personnage qui n'est pas encore reconnu comme saint. Petit détail également sur cette gravure populaire, l'auteur fait mention de la guérison miraculeuse de l'abbé Bécherand, qui a été un des acteurs les plus en vue de ces miracles de Saint-Médard, puisqu'il était né avec une jambe qui avait 2 pouces de moins que l'autre, et qu'il espérait, en se couchant sur la tombe, que cette jambe repoussât. Et que pour montrer que le miracle s'accomplissait et qu'à chaque fois il gagnait quelques dixièmes de pouce, il aurait, disent les plaisantins, l'habitude de se livrer à quelques entrechats sur la pierre tombale de Saint-Médard. Donc voilà à quoi l'artiste fait allusion, sans aucune volonté ironique, puisque vous voyez qu'on est sur une estampe populaire, sans doute hâtivement réalisée, mais qui fait partie de ces nombreuses images qui commencent à circuler au bas de la rue Mouffetard et colportées au milieu de la foule de ce qu'on peut considérer comme des pèlerins, même si ce sont massivement des Parisiens, qui se pressent quotidiennement au bas de la rue Mouffetard et dans le cimetière. Alors voici beaucoup plus ambitieux que la précédente et probablement, d'après Jean Restou, une même vision de ce cimetière Saint-Médard. Vous voyez que là, vous avez les anges qui portent déjà l'auréole. C'est une estampe qui est un petit peu plus petite que l'image projetée devant vous, mais c'est quand même une forte feuille qui fait un peu plus qu'un A3, exécutée avec un immense soin et sur laquelle vous pouvez remarquer un certain nombre de protagonistes de cette histoire de Saint-Médard, représentés avec beaucoup de verve par l'artiste. Vous devinez notamment sur la partie inférieure gauche de l'image
un petit colporteur qui a un tabouret sur le dos et qui tient dans sa main, là, le portrait du diacre Paris d'après Restou. Et puis, l'épisode apparaît sur un épisode qui apparaît dans les archives de la Bastille. Vous pouvez voir, alors à l'opposé, en haut à droite, une femme qui est une fervente dévote du diacre Paris, qui arrache la barbe d'un capucin qui a mal parlé du saint. Voilà. Et dans le détail, vous voyez un certain nombre de représentations qui sont tout à fait conformes au texte qu'on a pu conserver. Alors, je parlais de pèlerinage, et c'est une parenthèse que je voudrais faire pour bien comprendre ce que ça peut signifier au niveau de la paroisse Saint-Médard. En 1730, lorsque Noailles est remplacé par Vintimille, Vintimille a tenté un coup de force sur quelques prêtres un tout petit peu trop voyants du mouvement janséniste. Il a quand même jeté pendant quelques mois l'interdit sur à peu près la moitié des prêtres de son diocèse, c'est dire l'importance du mouvement dans le clergé parisien. Mais il a quand même déplacé 3 prêtres un tout petit peu trop remuants et trop attachés à la cause janséniste, et notamment le curé de Saint-Médard. Et c'est donc un curé anti-janséniste, nommé à partir de 1730, qui va devoir faire face à la foule qui se presse sur la tombe du diacre Aplan. Et bien entendu, complètement à rebours de ses propres convictions. À rebours aussi de l'intérêt de la paroisse, de ses vicaires, des Marguilliers, des Suisses. Parce que, et ça c'est une note qu'on trouve là encore dans les archives de la Bastille, le clergé de Saint-Médard trouve son compte dans cette mode et cette folie autour de Saint-Médard. Il y a tellement de monde qui se presse à Saint-Médard qu'ils ne sont plus assez nombreux pour dire toutes les messes qu'on veut bien leur commander. Première rentrée d'argent est importante, c'est la messe. La paroisse est obligée de faire appel à des habitués et à des prêtres supplémentaires pour faire face à la demande. Les troncs de l'église sont toujours pleins à craquer. Et dans cette église qui est dans un des quartiers les plus pauvres des faubourgs, voici que les bourgeois et les nobles, avec de bons moyens, sont prêts à payer à prix d'or des bancs d'œuvre et des places à l'intérieur de l'église. Aussi, commentent les archives de la Bastille, les Marguillais sont devenus de fougueux jansénistes. Autant dire, l'argent n'a pas d'odeur. C'est le même problème pour les imagiers de la rue Saint-Jacques. On a beaucoup d'imagiers qui vont diffuser dès 1730 les portraits du diacre Paris. Sont-ils pour autant des jansénistes ou ont-ils compris que le marché est bon? Et encore une fois, l'argent n'a pas d'odeur, même si ça peut coûter 2 semaines à la Bastille. Et puis ça n'est pas fini, parce que les gargotiers, les marchands de vin des environs font fortune. On vend les rafraîchissements à la porte de l'église. Et puis enfin, la sacristie ne désemplit pas, avec encore une fois des aumônes. Et puis lorsque les prêtres extérieurs veulent dire la messe à Saint-Médard, le droit de sacristie, c'est-à-dire la taxe prélevée sur les paroisses extérieures. C'est donc une bonne affaire économique et une affaire qui marche bien. Mathieu Maret, lui, dit dans son journal, on vendait le portrait de Paris avec une oraison. Alors lequel? Parce que la plupart en ont effectivement. Et puis il nous dit que le 7 juillet, le lieutenant de police a réussi à faire saisir une de ces plaques, faire arrêter les imagiers de la rue Saint-Jacques, briser les cuivres. Il l'a fait très tard parce qu'il a eu peur d'une émeute. Et puis quelques jours plus tard, eh bien, un nouveau graveur s'est attelé à la tâche et on ressort à nouveau les portraits du diacre Paris. Alors j'ai fait, bien sûr, quelques allusions à la manière dont le poison jansénisme s'était répandu dans le clergé de Paris.
Le moment où les miracles de Saint-Médard prennent un relief particulier dans l'histoire religieuse de la capitale, c'est l'été 1731. Là encore, on est dans une période où le miracle est un fait important dans la vie religieuse parisienne. Dès 1725, on avait déjà eu une guérison miraculeuse à la paroisse Sainte-Marguerite et une instruction pastorale de Noailles insistant sur le sens que pouvait prendre le miracle. Dans la reprise en main de Vintimille, les jansénistes les plus notoires se sont vus jeter l'interdit. C'est en fait une sorte de machine de guerre que les jansénistes proposent en envoyant au cardinal archevêque, non, il n'est pas cardinal celui-là, à l'archevêque, une requête en juillet 1731 pour dire « Monseigneur, votre prédécesseur, nécessairement d'illustre mémoire, avait commandé une enquête sur les miracles qui ont bien eu lieu à Saint-Médard. Nous vous demandons, Monseigneur, de les publier. » Donc la requête, ça n'est pas d'examiner avec bienveillance la réalité du miracle et de trancher sur leur réalité réelle ou supposée, c'est de dire ils sont bien réels, vous devez en témoigner pour la plus grande gloire de Dieu et de la cause des appelants. Comme Vintimille reste sourd et ne publie pas les 4 miracles après la requête de juillet 1731, c'est une seconde requête en octobre de la même année pour demander à l'archevêque de publier 31 miracles. Si 4 ne suffisent pas, 31, on peut se dire que ça peut suffire. Alors, pour le coup, je me suis livré, pour l'exposition, un petit exercice. Je ne sais pas si la carte est très lisible. Voilà. Donc, sur le fond de carte du Paris de 1705, je me suis dit que je voulais essayer de reconstituer ce Paris janséniste dont je vous parle. Il existe une carte importante dans l'histoire de la géographie religieuse ecclésiastique, qui est la carte publiée par le père de Dainville à la fin des années 30, au début des années 30, à partir d'une enquête qui a été menée en 1739 par le nonce et envoyée à Rome. Et à partir de cette enquête, le père de Dainville avait fait une carte du Paris janséniste. Je ne ferai pas non plus de procès au père de Dainville, qui après tout était jésuite. Mais choisir 1739 pose un vrai problème, c'est que ça fait 10 ans que Vintimille est aux commandes, et que Vintimille, par un travail patient de grignotage des paroisses jansénistes, dès qu'on peut remplacer un curé, on prend un curé mou, ni violemment anticonstitutionnaire, mais surtout pas janséniste, donc un curé mou, et que la progression du nombre des curés mous dans Paris en 1739 donne, sous la plume du père de Dainville, un Paris assez tiède dans la mouvance janséniste. Ici, et pour les besoins de ma démonstration, j'ai préféré reprendre les 2 requêtes envoyées à l'archevêque de Paris et essayer de voir ce que ça donne sur une carte. Il se trouve, et ça nous facilite grandement la tâche, que entre les 2 requêtes, on doit avoir 1 ou 2 noms qui changent. Donc considérons qu'il y a une unité dans les demandes adressées à l'archevêque de Paris, et vous voyez que la répartition des cures, on va dire appelantes, alors gallicanes, jansénistes, après c'est une notion un peu mouvante, se concentre de façon assez dense au niveau des paroisses de la cité. Je suis un peu plus hésitant que Marie-Josée Michel, qui voyait plutôt dans les paroisses de l'université un nouveau noyau de jansénisme, parce que vous voyez qu'on a effectivement plutôt vers la Seine encore un certain nombre de curés qui continuent à défendre bec et ongle les thèses jansénistes, mais je la rejoins complètement en vous montrant que sur la rive droite, donc côté ville cette fois-ci, il y a assez peu de pôles de fixation au niveau du jansénisme. Une précaution, bien entendu, c'est que ça n'est pas parce que le curé est janséniste que les paroissiens le sont.
Mais considérons que les paroissiens du XVIIIe siècle sont de bons paroissiens et qu'ils suivent leur curé, et donc considérons donc qu'on a avec ce type de cartographie une vision à peu près de ce que peut être ce pari du jansénisme. Alors les points bleus, ce sont ceux qui n'ont pas signé l'appel à l'archevêque. Alors, je ne les qualifie pas, parce que d'une certaine manière, sont-ils anticonstitutionnels, c'est-à-dire complètement fidèles aux volontés du roi et du pape, ou sont-ils simplement indifférents? Ça, je n'en sais rien non plus. Donc, c'est aussi, vous voyez, la limite de l'exercice, pour essayer d'y voir un peu clair. Mais là encore, c'est pour essayer de situer un petit peu ce pari du jansénisme. Et voyez le point bleu sur Saint-Médard, puisque nous avons un malheureux curé anti-janséniste qui voit débarquer tous les jours dans son église les fidèles à la cause. Alors, justement, puisqu'on en parle, voici un récit toujours c'est une lettre de Mathieu Maret cette fois-ci, de juillet 1731. Il est allé à la campagne, c'est la période de la villégiature, sans doute un mois de juillet clément, espérons que nous en aurons un aussi. Il a laissé un Paris calme, il retrouve un Paris sans dessus-dessous, car précisément, pendant son absence, les curés ont lancé la première requête à l'archevêque pour la publication des miracles de Saint-Médard. Non seulement ils ont envoyé la requête, mais ils l'ont publiée. Et ils ont publié les documents que l'archevêque refuse de publier, ce qui est quand même une façon de présenter une requête un petit peu violente. Moyennant quoi la publicité des miracles est éclatante dans Paris, et Maret voit la foule déjà se précipiter à Saint-Médard. Alors, il parle du personnage que vous voyez ici sur le dessin de Restou, qui est Don Alphonse de Palacios. C'est un petit grand d'Espagne. C'est le seul noble d'ailleurs qu'on va retrouver dans la série de Jean Restou. Et alors voilà ce que dit Maret à son endroit. Le bienheureux Paris continue ses miracles. Il en a fait un sur un petit Espagnol, fils du directeur des postes de Madrid, qui a été adressé à monsieur Dons Ambray. Il avait un mal à l'œil que les oculistes, et Gendron surtout, disaient incurable. Gendron, vous le trouvez, c'est le personnage qui est de profil, à gauche de la composition qui est à gauche. Donc Gendron, excusez du peu, c'est le médecin du régent. Et je reviendrai aussi plus tard pourquoi justement, on a cette avalanche de noms prestigieux autour de Saint-Médard. Notre petit Espagnol a fait une neuvaine au Diacre Paris, et dans le cours de cette neuvaine, son œil s'est trouvé guéri. Ce miracle a bien aisément couru la poste en France et en Espagne, et Madame la princesse de Conti, qui est affligée, a bientôt couru au tombeau du bienheureux. Voilà ce que vous montre la gravure suivante. À nouveau, estampe populaire, et estampe populaire largement utilisée parce qu'effectivement, la qualité même de la visiteuse a permis aussi à l'imagier janséniste d'insister sur le retentissement supposé que pouvaient avoir les miracles du Diacre Paris, parmi même les membres les plus élevés de la noblesse française. Alors, voilà. Avant d'en arriver bien sûr à la fermeture, on y est, vous noterez, et c'est souvent d'ailleurs quand je fais la visite de l'exposition, c'est vrai que j'ai tendance à ne pas en parler, mais c'est quand même aussi au cours de l'été 1731 qu'apparaissent sur la tombe du Diacre Paris les premières convulsions. Mais je vais, en vous commentant quelques dessins de Restou, vous expliquer pourquoi je crois profondément qu'il est plus facile, pour comprendre ce qui s'est passé à Port-Royal, de bien dissocier ce qui peut relever du miracle que ce qui peut relever de la convulsion. Ici, vous avez une représentation de l'acte d'autorité du pouvoir royal qui décide
en plein hiver 1732, janvier 1732, de fermer le cimetière de Saint-Médard. On avait d'abord pensé que l'automne un petit peu pourri aurait ralenti les ardeurs de ces pèlerins qui se pressent à Saint-Médard, que la boue du bas de la rue Mouffetard aurait aussi découragé les belles dames et qu'on aurait, disons, un effet de mode qui se serait affadi avec la mauvaise saison. Ça n'est pas le cas. Et les différents documents publiés à l'époque, plus de 183 miracles en pratiquement un an, montrent que la ferveur populaire ne se ralentit pas malgré la mauvaise saison. Aussi, le cardinal Fleury décide-t-il de fermer le cimetière. La première représentation que j'ai choisie, vous en avez un exemplaire également dans les collections de la Société de la Montagne Sainte-Geneviève, et elle est présente sous l'écran, est une vision partiellement réaliste de cette avancée des archers du roi au petit matin, à un moment où il n'y a pas encore trop de monde, pour venir fermer le cimetière de Saint-Médard. Un petit peu avant, quelques jours avant, le lieutenant de police a ramassé un certain nombre de convulsionnaires en convulsion ou près de l'être, les a flanqués à la Bastille, et surtout, au moment où on ferme le cimetière de Saint-Médard, les fait examiner par les médecins du Châtelet et médecins de la Bastille. La crainte du pouvoir royal, mais également l'argument utilisé pour la fermeture du cimetière, n'est pas un argument religieux, c'est un argument de police, de sûreté, et simplement on veut à la fois faire cesser des manifestations qui peuvent entraîner des troubles, des tire-laines et que sais-je d'autres, faire cesser des manifestations qui relèveraient de l'imposture, c'est-à-dire qu'un certain nombre de personnages, et c'est ce qu'on trouve dans les textes de l'époque, se livreraient à des manifestations indécentes pour apitoyer le peuple, lui faire croire qu'effectivement ils sont en présence de véritables miracles. Et puis vous avez une question de décence aussi, parce que quand une femme est en convulsion sur la tombe du diacre Paris, eh bien mon Dieu, parfois on voit des choses qu'on n'a pas le droit de voir dans la décence et l'honnêteté de l'époque. Je parlais du Mollet. Et puis, pour le même épisode, une autre gravure extrêmement connue et qui, elle, prend une imagerie beaucoup plus codifiée et beaucoup plus conforme à une esthétique baroque, puisque là, vous avez, alors c'est peut-être aussi Restou qui aurait plus ou moins été derrière cette gravure, peut-être aussi Picard, on retrouve les mêmes éléments de décor. Cette fois-ci, une vision allégorique où l'archevêque de Paris, vous voyez, est au milieu de la composition, il brandit une petite épée absolument ridicule en direction du Christ. Donc l'archevêque est devenu l'ennemi même de Dieu. Le Christ brandit la foule qu'il va lancer sur la France pour la punir de son impiété, de son impunité, que sais-je d'autre. Et voyez qu'entre le Christ prêt à lancer la foudre pour punir les impies du royaume de France, vous avez de dos le diacre Paris. Il est sur un registre légèrement inférieur, il est bien en position d'intercesseur, et cet intercesseur est là pour retenir le bras de Dieu. Vision allégorique, vision polémique, et qui met largement en cause l'archevêque de Paris sur un registre religieux lorsqu'il s'agit d'abord et avant tout d'une opération purement civile et de police. Le cimetière de Saint-Médard est fermé. Le 1er mai suivant, 1732, on a encore la foule qui vient. 1732, le 1er mai. Le 1er mai, c'est la date anniversaire de la mort du diacre, et généralement, on a plus de monde qui se rend à Saint-Médard, mais c'est sans doute une des dernières fois qu'on aura la foule qui se pressera dans l'église. Il y a bien une difficulté, c'est que le cimetière fermé, et qui ne peut être ouvert que pour quelques rares enterrements qu'on y fait encore, la foule continue encore pendant quelques mois à fréquenter l'église, et au grand scandale du curé de Saint-Médard, tourne le dos au maître-autel pour pouvoir se tourner en direction de la chapelle de la Vierge vers la tombe désormais interdite du saint thaumaturge. Le curé en est tellement furieux
qu'il décide, et là encore c'est dans une lettre de Mathieu Maret qu'on trouve cette mention absolument délicieuse, que pour le jour anniversaire de la mort du diacre Paris, donc le curé attend du monde, le curé a fait jeter de l'eau dans l'église, du côté du cimetière, afin qu'on ne priât pas à genoux le Saint-Diacre. En tout cas, et ça c'est Jung qui le dit, et pour ne pas parler des convulsions, le cimetière fermé, plus de miracle. Plus de miracle. Pourquoi ? Après tout, Dieu voit tout et partout, l'Esprit souffle où il veut, et on va le voir, un certain nombre de miraculés qui ne sont pas des pèlerins de Saint-Médard, et pourtant, la fermeture du cimetière provoque finalement une sorte d'effondrement de cette folie religieuse autour des miracles du diacre Paris. C'est à l'épisode suivant que se rattache la série des dessins rachetés il y a un siècle par Jules Perrin et aujourd'hui dans les collections publiques nationales et conservées au musée de Port-Royal. Vous avez ici, et également présente, parce que c'est une pièce qui se trouve dans les collections aussi de la Société, une grande planche qui ouvre l'ouvrage dont je vais vous parler rapidement maintenant, qui s'appelle « La vérité des miracles démontrée contre Monseigneur l'archevêque de Sens ». Sur cette grande planche, qui est une planche qui se déplie dans chacune des éditions, vous avez à nouveau une vision du cimetière Saint-Médard, mais fermée, et fermée depuis 5 ans lorsque cette planche est lancée dans le public. Vous reconnaissez les arcades qu'on a pu voir dans les autres représentations, mais cette fois-ci, au lieu d'avoir une vision théâtrale centrée de la tombe, vous voyez qu'on a une vision latérale de la tombe, et dans l'esprit de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, voici un gigantesque portrait collectif de toutes les grandes personnalités qui ont pu défendre la cause des miracles de Saint-Médard. Et je dis bien les miracles de Saint-Médard. Ce qui est assez diabolique dans ces planches de la vérité des miracles, c'est que comme ce sont des planches exécutées clandestinement, en gros vous avez, je ne dis pas une planche par ouvrage, ce serait beaucoup, mais il est extrêmement difficile de s'y retrouver et on a au moins 3 versions différentes pour un seul et unique dessin, c'est-à-dire 3 graveurs et 3 imprimeurs clandestins travaillant dans les caves de la rive droite, imprimant en secret les planches en attendant de pouvoir les rassembler chez son auteur et de pouvoir ensuite les vendre. Et dans une édition tardive, on se rend compte que dans un procédé qu'on retrouvera au XXe siècle, il y a quelques personnages qui ont été supprimés de la réédition, parce qu'entre-temps, les jansénistes, qui ont été les promoteurs acharnés des miracles de Saint-Médard, ont refusé de devenir les promoteurs de quelque chose qu'ils ne comprenaient plus, qui s'appelle les convulsions. Et vous avez dans le groupe les 3 hommes qu'on voit tout à fait au centre de la composition. Vous avez l'abbé Pucelle, vous avez Titon, qui est également un parlementaire. Celui qui est le plus à gauche, je n'arrive pas à j'ai pas encore retrouvé la gravure correspondante, mais un indice, et un indice sérieux, c'est un traître à la cause, parce que c'est un des personnages qui disparaît de l'édition de 1741. Donc voilà, comme on faisait dans la Russie soviétique, et remplacé par une image assez maladroite représentant le propre frère du diacre Paris, et toujours d'après Restou. Enfin, le personnage que vous voyez à genoux, la tête dans les mains, au bout de la tombe, c'est l'auteur du livre de la vérité des miracles. Cet auteur, c'est un semi-inconnu, il s'appelle Louis-Basile Carré de Montgeron. Alors, 2 mots sur le personnage. On a tous un peu cherché, Nicolas Lioncan, Christine Gouzy et moi-même, à en savoir un peu plus sur ce personnage énigmatique qu'on ne connaît ou qu'on ne connaissait jusqu'avant l'exposition que par la biographie qu'il a, en toute humilité, placée à la tête du livre
qu'il compose, La vérité des miracles, et dans lequel il raconte que c'était un libertin, viveur, il tombe amoureux d'une femme qui va rentrer dans les ordres, il cherche à l'enlever, et puis le jour de l'enlèvement, il a un accident de cheval, qui est le signe du destin, que sais-je d'autre. Donc quelque chose qui tient à la fois de la vie de Saint Paul et des mémoires de Casanova. Difficile encore une fois de suivre le personnage dans le récit qu'il fait de lui-même. Ce qu'on sait en revanche, et notamment à travers un certain nombre de travaux d'érudits américains des 20 dernières années, c'est que c'est un personnage qu'on retrouve précisément parmi les activistes jansénistes, cette fois-ci du Parlement de Paris, ceux qui relayent en fait la fronde des curés au plus haut niveau du pouvoir royal. Ce qu'on sait également, et on le sait depuis pas mal de temps, parce que c'était dans les archives de la Bastille, c'est qu'il est, avec sa fortune personnelle, avec son engagement excessif dans la cause du jansénisme, le principal propriétaire des imprimeries clandestines de Paris, et peut-être le propriétaire de ces nombreuses imprimeries qui impriment et diffusent la feuille clandestine appelée les Nouvelles Ecclésiastiques, donc la feuille de contestation janséniste aux décisions du pouvoir religieux en France. Ça n'est pas, si je peux me permettre, un enfant de cœur. On n'en sait pas tellement plus. On sait si qu'au moment du bras de fer entre le jeune roi et le Parlement et l'exil des parlementaires les plus en vue, il est frappé d'exil et envoyé pendant quelque temps vers Moulins. Il en profite pour réfléchir, méditer, rencontrer des personnages tout à fait fréquentables comme l'évêque de Senez, qui est lui-même exilé à la Chaise-Dieu, et rentre avec l'idée qu'après la fermeture du cimetière de Saint-Médard, il faut faire quelque chose. Lui dit être aussi un des miraculés de Saint-Médard. Le miracle, c'est la conversion, ça n'est pas la maladie. Et que donc, pour rendre témoignage de ce miracle qu'il affirme avoir reçu, il décide d'écrire ce livre de la vérité des miracles qu'il destine au roi Louis XV. Le livre, il va mettre au moins 2 ans à l'écrire et à le faire fabriquer. Ça va lui coûter une véritable fortune. Plus de 60 000 livres, diront un certain nombre de témoins de l'époque, ce qui est une somme absolument colossale. Il commande sur ses propres deniers les dessins qui vont servir aux planches. On va en voir quelques-uns. Ces dessins, il les commande à Jean Restou, qui est un des artistes qui, précisément, travaille au maître-autel de Saint-André-des-Arts, qui est la paroisse de Montgeron, et qui est parfaitement identifié à l'époque comme un des artistes les plus proches de la mouvance janséniste à Paris. Mais il le paye lui-même, c'est une commande privée. De la même manière qu'il paye de ses deniers ses imprimeries clandestines, régulièrement démantelées par la police du roi, avec ces imprimeurs qui tâtent une première fois de la Bastille et qui sont promis aux galères en cas de récidive. C'est donc une fabrication à haut risque pour cet ouvrage qu'il fabrique sans privilège, sans autorisation de la part du roi. Et lorsqu'il parvient à ses fins, il fait réaliser une reliure de très grand luxe, avec fleurs de lys, collier du Saint-Esprit, festons et ornements de tous ordres sur un magnifique maroquin vert. Les feuilles de garde de l'ouvrage sont à la feuille d'or. Et, ultime casse-tête, l'ouvrage en question, qui est conservé à la bibliothèque de Port-Royal, donc à 2 pas d'ici, et que vous pouvez voir en ce moment dans l'exposition, comme il est destiné au roi, l'auteur a choisi ce qu'il y avait de plus beau, et on a l'exemplaire le plus difficile à comprendre de l'histoire de ce livre, parce qu'il a pris ce qu'il y avait de mieux, et on a un mélange de toutes les planches, des textes, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une édition homogène comme celle qu'on trouve chez les libraires d'anciens aujourd'hui, l'exemplaire du roi a des bouts qui viennent de plusieurs imprimeries. Et quant aux planches, des planches qu'on voit généralement dans l'une ou l'autre des éditions de l'époque. Donc un livre
très difficile à comprendre dans sa composition. Le 27 juillet 1737, Carré de Montgeron dépose devant son notaire son testament, c'est dire qu'il sait à peu près ce qui l'attend. 2 jours plus tard, le 29 juillet 1737, il prend un habit noir, un chapeau noir, l'épée au côté, ça lui permet d'entrer à Versailles. Il se rend à Versailles, a priori, ça n'est pas un inhabitué de la cour. En tout cas, les gens voient passer ce personnage en noir, curieux, ne le connaissent pas, ne l'identifient pas. Il prend les appartements de la reine, arrive dans l'antichambre du Grand Couvert. Le roi vient de terminer de souper, il se lave les mains, et lorsque le roi a fini, le diable noir se jette aux pieds du roi, lui tend le livre et disparaît. Stupeur auprès des courtisans, d'abord parce que c'est pas comme ça qu'on aborde le roi, d'abord parce qu'on n'est pas du tout dans un processus propre aux requêtes ou aux placés qu'on peut remettre au roi. Flottement, qui est cet homme noir qu'on ne connaît pas? Puis tout d'un coup, quelqu'un le reconnaît. Oui, c'est ce Carré de Montgeron qui nous donne tant de mal au Parlement. Ah, s'écrie Hérault, le lieutenant de police, effectivement, j'ai démantelé une de ces imprimeries il y a quelques semaines encore. Et donc on envoie la police rechercher Montgeron chez lui, sur la paroisse Saint-André-des-Arts. Sauf que, de Versailles à Paris, avec un joli crochet par Saint-Cloud, l'auteur a fait le tour de tous les ministres, avec chacun son exemplaire de la vérité des miracles. Nous allons donc avoir un gouvernement qui sera parfaitement au courant de la vérité, de ce qui se passe à Saint-Médard. Et c'est simplement lorsqu'il rentre à 2 heures du matin qu'il est cueilli comme une fleur à son domicile par les archers du roi, conduit à la Bastille, puis enfermé dans plusieurs forteresses du sud de la France. Donc il meurt finalement à Valence au début des années 1750, toujours en captivité. Alors, la gravure retenue, il y en a plusieurs. Vous avez des représentations qui se veulent là aussi réalistes de la vie de cour, avec le roi Louis XV entouré par les courtisans. Ici, vous avez une image qui est une image là aussi de propagande janséniste, où vous avez un Louis XV, alors plus ressemblant que sur une autre qui appartient manifestement à la même série, sortant de déjeuner avec un décor de table dressée qui fait un peu penser au festin de Balthazar, un certain nombre de courtisans. Donc ça, la partie finalement réaliste est à gauche de la composition, tandis qu'à droite de la composition, vous avez Montgeron qui tend un livre illuminé par l'esprit. Vous voyez le rayon de lumière qui vient de la colombe du Saint-Esprit et qui tombe sur le livre, entre la main du roi et la main de Montgeron, et puis derrière lui, cette figure de la vérité, au moins on sait de quoi il s'agit. Et puis vous avez en dessous le discours que Montgeron est censé avoir adressé au roi, il ne lui a pas adressé, mais ce discours est parfaitement bien connu et diffusé. Il se trouve même en préface du livre de la vérité des miracles. Donc on est sur un discours forgé et destiné à être diffusé dans le public. Montgeron emprisonné, là, le premier résultat, c'est que le livre est à la mode et que tout le monde le recherche, quoi qu'il soit clandestin. Et puis, et c'est là, je crois aussi, un des aspects qui explique pourquoi les convulsions ne sont pas, à mon avis, le cœur du sujet des miracles de Saint-Médard, c'est que, avant son arrestation, Montgeron est le protecteur des convulsionnaires. C'est que lorsqu'il est arrêté, Montgeron continue un 2e volume et un 3e volume sur la vérité des miracles, c'est toujours le titre. Sauf que, dans le volume publié en 1939, disons qu'on a une sorte de moitié-moitié, de nouveaux miracles pour la moitié de l'ouvrage, et puis l'autre moitié, un plaidoyer en faveur des convulsions, et puis le dernier, ça n'est plus que les convulsions. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Il n'y a que ça qui l'intéresse, et c'était lui aussi qui était le protecteur de ces convulsionnaires qui, ne pouvant plus convulsionner en paix à Saint-Médard, convulsionnent en toute tranquillité dans les salons parisiens. Simplement, et parce que précisément c'est là le point de divorce entre les milieux jansénistes, les jansénistes, face à cette déferlante de plus en plus hallucinée de Montgeron
sur ces transes collectives à l'intérieur des salons parisiens, sur ces scènes de plus en plus violentes où au mieux on assomme les femmes à coups de bâton et au pire on les crucifie, se séparent définitivement de Montgeron. Autant les nouvelles ecclésiastiques ont donné une publicité absolument éhontée au livre de Montgeron et donc ont tenté de relancer parmi le public l'intérêt qu'on pouvait avoir sur les guérisons miraculeuses de Saint-Médard, autant les nouvelles ecclésiastiques parlent à peine du second volume et surtout refusent de parler du troisième. Et c'est à ce moment-là, entre 39 et 41, que la plupart des jansénistes décident de rompre définitivement avec l'œuvre des convulsions, avec Montgeron, et pour certains, préfèrent passer à autre chose pour la défense de la cause que d'avoir recours au miracle de Saint-Médard. Parenthèse, c'est à ce moment-là que dans l'histoire de Port-Royal, notre abbesse, Mère Angélique, commence à faire des miracles. C'est sans doute une façon de continuer à montrer comment dans l'histoire du jansénisme et dans l'histoire de Port-Royal, le miracle a toujours été un signe voulu par le ciel pour justifier la cause, mais de choisir Mère Angélique, c'était une façon sans doute de prolonger l'intérêt autour des miracles sans pour autant en prenant une personnalité incontestable plutôt que le malheureux Paris qui n'était pas pour grand-chose. Alors, rapidement et pour terminer, comment est-ce que ces images sont construites ? Vous le voyez, alors c'est un premier exemple, donc tiré du livre, ça c'est une de mes préférées, Marianne Couronneau. C'est une miraculée que moi j'aime beaucoup parce que c'est une miraculée désintéressée. Elle est quasi paraplégique et elle se rend à Saint-Médard non pas pour elle-même, mais pour sa maîtresse. Mais voyez comment cette abnégation de la servante Couronneau est récompensée par le ciel, puisque c'est elle qui monte gaillardement l'escalier de sa petite maison qui se trouve vers Sainte-Opportune, en brandissant haut les béquilles dont elle n'a plus besoin pour pouvoir retrouver sa maîtresse qui, elle, est toujours clouée au lit. L'idée du livre, et c'est dans le titre, c'est que les miracles choisis par Montgeron, il y en a 10 dans le premier volume, sont des miracles qu'il faut démontrer. C'est une démarche qui est vraiment une démarche propre aux Lumières. L'idée même qu'il faut démontrer les miracles et l'idée qu'il ne s'agit pas de témoigner, comme ça a été le cas dans la première partie des miracles de Saint-Médard dans les années 30, mais autour de Montgeron, d'apporter des preuves par la démonstration, donc d'une certaine manière par la raison, de la réalité de ces guérisons. L'image vient à l'appui de la démonstration. Simplement, et c'est une question sur laquelle Christine Gouzy s'est penchée, comment représenter un miracle ? Première surprise, dans l'art de l'époque, XVIIe, XVIIIe siècle, la représentation du miracle n'est pas forcément une représentation souvent utilisée. On représente peu le miracle. Donc ça n'est pas déjà le thème dominant. Deuxième problème, vous avez des miracles qui sont faciles à représenter. Si vous prenez la résurrection de Lazare, vous avez quelque chose d'assez théâtral que vous pouvez mettre en scène. Un corps sortant à moitié du tombeau, un corps enveloppé du linceul. On est sur une représentation possible. La guérison de l'aveugle de Naïm, le Christ met les doigts sur les orbites de celui qu'il veut guérir. Lorsque le sourd doit entendre, lorsque le boiteux doit marcher, ça devient un petit peu plus problématique. Donc, représenter le miracle, c'est déjà un premier problème technique. Dans l'idée même de la démonstration, et c'est donc l'exemple que vous avez ici, la commande, mais est-elle de Montgeron ou est-ce une proposition de Jean Restou, consiste en fait à prendre un diptyque, et systématiquement un diptyque avant, après. On a utilisé ça depuis pour beaucoup de produits miracles, lotion capillaire, voilà. Donc vous êtes sur cette logique-là, et dans le cas de Marianne Couronneau,
c'est tout à fait évident. Vous voyez qu'elle a imaginé d'avancer avec une lisière qui lui permet de traîner sa jambe en plus que ses béquilles. Et vous noterez également que derrière, les deux personnages qui discutent sur son passage sont à nouveau deux médecins. Rappelez-vous l'extrait que je vous ai lu tout à l'heure. Monsieur Gendron et tous les médecins, à propos de Palacios, avaient déclaré que sa maladie était incurable. Dans l'esprit des jansénistes et dans l'esprit de Montgeron, le caractère incurable de la maladie est le signe de l'intervention surnaturelle, puisque la guérison était impossible au regard de la médecine. Réponse de Jacques Saurin dans un texte polémique à propos de Saint-Médard. Moi, je n'en conclus qu'une seule chose. Si votre médecin déclare votre maladie incurable, c'est que votre médecin est un âne. Donc, la preuve n'en est pas une. Pour ce diptyque, nous n'avons plus les dessins, nous n'avons pas les dessins. En revanche, une indication précieuse, c'est que, de même que les dessins ne sont pas signés, les gravures ne le sont pas non plus, sauf quelques rares exceptions, dont celle-ci. Ici, les deux planches de Marianne Couronneau sont signées par Peter Iver, qui est un des graveurs hollandais proche de Bernard Picard et qui œuvre depuis Amsterdam à la diffusion de pièces polémiques, de caricatures et de planches interdites dans le royaume. A-t-il exécuté ces planches depuis Utrecht ou Amsterdam ? A-t-il fait un séjour à Paris au cours duquel il aurait exécuté ces planches ? On n'en sait rien. En tout cas, voilà une paire signée, alors qu'il en existe plusieurs versions, et plusieurs versions avec des variantes plutôt importantes qui, elles, ne le sont pas. Donc, de la même manière qu'on ne connaît Restou que par une petite mention manuscrite des archives de la Bastille et quelques témoignages, de la même manière, on arrive de proche en proche à trouver dans les milieux des imagiers parisiens un certain nombre de noms qu'on trouve déjà dans la production janséniste de l'époque. Donc voici Peter Iver, mais vous avez peut-être Madeleine Hortemels, qui est l'auteur des vues de l'abbaye de Port-Royal, peut-être son fils, Nicolas Cochin, peut-être également Tardieu. Et voilà ces artistes qu'on retrouve systématiquement dans cette contestation religieuse et actifs sur les planches de l'époque. On n'en sait malheureusement pas plus. Voici un second exemple, et un exemple que moi je trouve absolument fascinant, qui est un miracle qui n'a pas eu lieu ici sur la montagne Sainte-Geneviève, mais à distance. Il s'agit de la guérison de Pierre Gauthier, savetier à Pézenas dans le diocèse d'Agde. Alors, de la même manière que les miracles de Saint-Médard sont un puissant levier pour forcer la main de l'archevêque dans des décisions de type politique ou politico-religieuse, de la même manière, la guérison miraculeuse de Pierre à Pézenas est une façon de faire pression sur l'évêque d'Agde, qui est anti-janséniste, et le principal promoteur de la diffusion de cette guérison miraculeuse n'est autre que Colbert, l'évêque de Montpellier, qui est lui un janséniste acharné. Sur la composition imaginée par Jean Restou, vous voyez qu'on a un autre élément en plus de cette construction en diptyque, qui est le recours à un autre vocabulaire que moi je pense être celui de l'ex-voto, puisque vous voyez que Pierre Gauthier a une première maladie, le texte dit un dragon, alors c'est une sorte de cataracte, c'est pas exactement une cataracte, et s'il y a des médecins dans la salle, ils sauront dire mieux que moi ce que c'est qu'un dragon, et manque de chance pour lui, il se crève le seul œil valide en travaillant avec une haleine. Donc vous avez deux yeux au-dessus de la scène de gauche qui représente l'accident et avec les deux natures de problèmes, la maladie d'un côté et l'accident de l'autre. Vous voyez, dans une vision qui est une vision quasi symboliste, comment ces yeux qui sont finalement plutôt des signes qui sortent de l'ex-voto envahissent la composition, donnent un caractère quasi fantastique à la scène, jusqu'à, je veux dire, venir complètement couvrir le mur du fond de la boutique du savetier. Et puis, vous voyez à droite la guérison, les deux yeux, toujours présents,
toujours envahissant complètement la composition, mais cette fois-ci couronnant une scène avec, ce qui est systématique dans les dessins représentant les miracles de Saint Médard, les témoins qui regardent le miracle qui vient de se passer. Continuons toujours avec Pierre Gauthier. Vous avez à gauche le dessin. Voici ce que le graveur, un des graveurs, a pu faire à partir du dessin. La diapositive n'est pas à l'échelle, puisque le carré du dessin correspond à quelques millimètres près au carré de la gravure. Mais là encore, d'une planche à l'autre, vous avez parfois des petites différences sur la taille du trait carré de l'image. Donc, deux images, imaginez qu'elles sont de même taille. Elles ne sont pas redressées au sens où vous voyez qu'elles sont conçues à l'envers et elles apparaissent dans l'autre sens sur la gravure. C'est classique au niveau de la gravure. Parenthèse, c'est sans doute une partie intégrante de la commande. On possède un dessin qui, lui, a été redressé et qui fait que la composition est involontairement, pour le coup, imprimée à l'envers. Le dessin est vraiment conçu pour être retourné dans la version finale. Notez cependant que l'illustrateur n'a pas gardé l'idée première de Restou de cette présence de l'œil qui est l'objet du vœu du futur miraculé, mais qu'il les a enfermés dans des cartouches qui évoquent beaucoup plus soit les planches de l'encyclopédie à venir, soit, si on va plus loin, encore une fois, les publicités des illustrés du XIXe siècle pour les élixirs de toute nature. Disons que l'idée même d'avoir enfermé l'œil dans une sorte de cartouche, le mettant entre parenthèses, rend cet œil ou ces yeux comme un élément supplémentaire de l'analyse et du récit, mais vous voyez que ça ne participe plus de la composition. Et que, alors, est-ce que ça a été un choix délibéré du graveur? Est-ce que c'est après discussion avec l'auteur ou le dessinateur? Mais vous voyez qu'on est quand même face à quelque chose qui me semble très en retrait par rapport à l'intuition première de Jean Restou. Pareil pour la scène de la guérison à Pézenas, devant une église superbe qui ne doit pas ressembler à celle de Pézenas, je ne pense pas. Donc plutôt vue d'architecture très ambitieuse. Voyez la précision donnée aux personnages et aux témoins de cette guérison miraculeuse, c'est conforme au récit. Le miraculé doit témoigner des grâces reçues, mais les témoins eux-mêmes s'engagent à porter témoignage de la merveille dont ils peuvent être les témoins. Un paradoxe, on le sent dans ces images et on le sent lorsqu'on voit l'ensemble de la série exécutée pour le livre de Montgeron, c'est que si Montgeron crée des individualités, fabrique des figures de héros pour ces 10 miraculés de Saint-Médard, et puis 16 lorsqu'on prend les 3 volumes, et en fait autant de protagonistes de cette histoire, autant, quand on regarde les images, on a l'impression d'avoir un petit peu toujours les mêmes personnages. Quand Montgeron crée des individualités, Restou, lui, choisit plutôt une vision plus universelle, plus lisse, qui fait que ces personnages sont interchangeables, peut-être comme un signe que le miracle peut s'adresser à chacun, et pas forcément à des individus expressément désignés. Dernier exemple, les derniers types de dessins qu'on possède, alors celui-là ne faisait pas partie de la collection de Perrin, c'est un dessin qui est sorti sur le marché de l'art il y a pile un an, et qu'on a eu la chance de pouvoir acheter. Vous voyez que Restou travaille aussi de manière extrêmement précise les détails. Et là, vous avez, alors ça n'est pas non plus tout à fait à l'échelle, mais le dessin qui prépare chaque visage, notamment des témoins, est au moins 4 à 5 fois plus grand que le visage qu'on va trouver ensuite dans la version gravée. Un impératif, à mon avis, de Restou, c'est de créer par cette tête quelque chose qui s'apparente à cet exercice académique qui est la tête d'expression. Le témoin non seulement est là pour enrichir le témoignage du miraculé, mais en plus
et c'est à l'usage du graveur, il faut que chaque personnage incarne un sentiment et prenne un rôle comme témoin du miracle. Et vous avez donc, sur ces feuilles de détail, la joie, la surprise, l'émoi, voire la stupeur ou la colère, si on a des figures d'opposants. Et chaque expression est travaillée de façon très très fine pour ensuite, et vous voyez que le rapport d'échelle est un tout petit peu exagéré, mais il permet de voir un petit peu ce que ça donne, être retraduit de manière beaucoup plus petite, mais avec assez de précision pour que le graveur parvienne à faire passer l'expression que l'artiste avait choisi de donner à chacun des témoins. Voilà. Je voudrais terminer, c'est vraiment un petit choix, parmi les dessins de Jean Restou pour les miracles de Saint-Médard qui nous sont parvenus, par cette étude de la grande planche que je vous ai présentée en commençant, là encore qui est une image beaucoup plus grande que la planche éditée, et présentant un certain nombre de protagonistes présents autour de la tombe à Saint-Médard. Vous avez ce grand personnage en prière et un certain nombre de personnages qui sont tous en place sur la grande estampe que vous pourrez voir sous l'écran. Dans un beau geste, et qui rejoint ce qu'on peut lire sur Saint-Médard, et qui rejoint ce qu'on trouve sur ces sociétés pérégrines de l'Ancien Régime, vous voyez, où tous les milieux sociaux se trouvent groupés autour d'un seul et même lieu réputé et miraculeux, le noble, la vieille femme, le mendiant, etc. etc. Voilà un aperçu rapide de cette série de dessins et du contexte qui a pu le faire naître. Et je ne peux qu'espérer que vous viendrez profiter de l'exposition pour voir ces beaux dessins de Jean Restou. Je vous remercie.